Bonjour, très heureux de te retrouver dans ce nouveau numéro de Geek Rendez-vous, l'émission qui résume toute l'actualité de la pop culture. C'est tous les dimanches sur ma chaîne superfan.fr. On va revenir cette semaine sur GOT, sur Game of Thrones, avec cette nouvelle fin alternative apparemment qui aurait été tournée. On parlera aussi des révélations d'Emilia Clarke, qui révèle avoir pleuré sur le tournage de GOT puisqu'on l'a forcé à poser nu. On va parler aussi de Star Wars, de Marvel, de DC avec une suite potentielle au Joker, un Joker 2. On parlera aussi de l'apparition de Keanu Reeves sur Netflix dans une nouvelle série super héroïque. On parlera de Sonic, on parlera de la Reine des Neiges 2, etc. Tout ça dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin. On commence donc avec GOT sur le tournage de Game of Thrones. Emilia Clarke a pleuré pendant des scènes de nu. Se dénuder devant tout le monde a longtemps terrifié l'interprète de Daenerys Targaryen. Tu sais, dans la première saison, on la voyait souvent à poil, malheureusement. On l'a forcée en fait. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle était obligée de le faire alors qu'elle ne le voulait pas. Emilia Clarke ne garde pas que des bons souvenirs de Game of Thrones. Invitée au micro du podcast anglophone Armchair Expert ce 18 novembre, l'interprète de Daenerys Targaryen dans la série à succès a confié avoir été terrifiée par les scènes de nudité très présentes dans la première saison. Âgée de 24 ans au début du tournage, aujourd'hui elle en a 34, celle-ci explique avoir eu le sentiment d'avoir été prise au piège quand on lui a remis les scénarios. Je n'avais pas la sensation d'avoir le choix. Je me suis lancé là-dedans en me disant qu'à un moment ça finirait bien par avoir du sens, mais certains jours, je me retrouvais sur le plateau nu devant plein de gens, confie l'actrice. C'est vrai que ça fait de l'audience en fait, et les créateurs de GOT l'ont mise à nu pendant toute la première saison plein de fois, justement pour attirer les spectateurs. Elle poursuit, je cite, « Je me sentais débordée par mes émotions, je ne savais pas ce que je devais faire, ni ce qu'on attendait de moi, il pouvait m'arriver de me rendre aux toilettes pour pleurer. Je revenais sur le plateau comme si de rien n'était. » Avec le temps, Emilia Clarke s'est sentie plus à même de refuser de se dénuder. Cela a donné lieu à des tensions en plein tournage. Amère, elle se souvient de la manière dont on l'a fait culpabiliser. C'est ça le pire en fait. Je leur disais, non, le drap reste en place. Et eux, tu ne veux pas décevoir les fans de Game of Thrones quand même. À quoi je répondais, allez vous faire foutre. Donc, apparemment, des réalisateurs, ou peut-être même les créateurs, les showrunners de GOT lui disaient à chaque fois, quand elle disait non, je veux pas mettre toute nue, il lui disait, tu ne veux pas décevoir les fans de Game of Thrones, il faut que tu le fasses pour les fans. C'est incroyable. Heureusement, sur le plateau, tout le monde n'était pas comme ça. Celui qui jouait son mari à l'écran, Khal Drogo, Jason Momoa, l'a souvent soutenu. C'était un merveilleux partenaire, se rappelle Emilia Clarke. Un jour, lors d'une scène un peu difficile pour moi, il m'a dit, ma chérie, si tu ne le sens pas, tu ne devrais pas. Elle entend encore sa voix hurler. « Peut-on avoir un peignoir ? Est-ce qu'on peut lui apporter un peignoir ? Elle est en train de frissonner. » C'est pas la première fois qu'elle s'exprime sur le sujet. Au mois de mai 2019, elle avait déjà confié en avoir marre d'être renvoyée systématiquement aux scènes de nudité qu'elle avait tournées. Cette dernière a d'ailleurs renoncé à jouer dans 50 nuances de gré après son expérience dans GOT. Et elle n'est pas la seule. L'interprète de Cersei, Lena Headey, avait, elle, préféré faire appel à une doublure pour éviter d'être nue pendant 3 jours sur le tournage de Game of Thrones. C'est un excellent article du HuffPost. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs vers ces articles. Game of Thrones, Emilia Clarke reconnaît avoir pleuré pendant les scènes de nu. C'est Europe 1 qui reprend l'information du Huffington Post. Game of Thrones, Emilia Clarke se confie sur les scènes de sexe avec Jason Momoa. Alors heureusement qu'il était là pour l'aider, pour la soutenir. L'actrice Emilia Clarke, qui interprète Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, est revenue sur le tournage des scènes de sexe dans la série et plus particulièrement sur sa complicité avec Jason Momoa, l'interprète de Khal Drogo qui est devenu un de ses meilleurs amis. Au début de la série, Daenerys est vendue à Khal Drogo en échange de son armée pour que son frère Viserys puisse s'asseoir sur le trône si convoité. Les premières scènes de sexe entre Daenerys et Khal Drogo avaient beaucoup fait parler à l'époque en raison du caractère non consenti des rapports charnels entre les deux jeunes époux, puisque le Khal forçait Daenerys à avoir des relations sexuelles au début de leur union. Dans le podcast dont je vous ai déjà parlé, Emilia Clarke déclare que Jason Momoa avait été d'une grande aide au moment du tournage. Je ne réalise que maintenant
à quel point j'ai eu de la chance, car Jason avait de l'expérience, il avait fait plein de trucs avant la série, et il m'a beaucoup guidé. Il était aussi très attentionné et s'assurait toujours qu'un peignoir soit mis à ma disposition entre chaque scène où j'étais nu. Il était adorable et a pris soin de moi, il a vraiment pris soin de moi dans un environnement dans lequel je ne savais pas que j'en avais besoin. C'est pour ça peut-être d'ailleurs qu'ils sont aujourd'hui si proches, et à chaque fois que Jason Momoa va à Londres, en Angleterre, il va voir son amie, évidemment, Emilia Clarke, qu'il adore. Et ce qu'il nous révèle également, et ça c'est très drôle, c'est que apparemment Jason Momoa pleurait plus qu'elle. Il pleurait plus que moi. Et Emilia Clarke raconte les scènes de nu avec Jason Momoa, et apparemment il pleurait encore plus qu'elle. Je me sentais débordé par mes émotions, je ne savais pas ce que je devais faire, ni ce que l'on attendait de moi, a-t-elle révélé. Il pouvait m'arriver de me rendre aux toilettes pour pleurer, je revenais sur le plateau comme si de rien n'était. Une pression difficile pour la jeune femme, mais aussi pour le colosse Khal Drogo, interprété par l'acteur Jason Momoa. Il pleurait plus que moi, a-t-elle confié. Et justement, il y a eu des conséquences à ça, notamment en Grande-Bretagne. Nudité dans Game of Thrones après les révélations très graves d'Emilia Clarke. La Grande-Bretagne réagit, heureusement. Selon Directors UK, la mise en place de cette directive est née du besoin d'établir et de partager des attentes professionnelles qui s'appliquent à chaque personne impliquée dans la création de contenus sensibles, cela afin qu'elles deviennent des pratiques de travail standards au sein de l'industrie. Le document inédit en Grande-Bretagne couvre les techniques de répétition, le tournage de scènes de sexe violentes, l'organisation des prises de vue pour qu'elles adhèrent aux clauses des contrats individuels ainsi que la nécessité de trouver des solutions créatives aux challenges qui se présenteraient sur le plateau. Le réalisateur, en tant que responsable créatif d'une production, se doit de donner le ton pour créer un environnement de tournage qui soit professionnel et respectueux, déclare Susanna White, présidente de Directors UK. Nous sommes tous ici car nous voulons raconter des histoires fascinantes et percutantes et aucun membre d'un casting ou d'une équipe ne devrait jamais être mis en position de se sentir en danger, exploité ou mal encadré, surtout lorsque l'on est en présence d'un contenu sensible. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que les réalisateurs anglais réagissent avec ces nouvelles mesures pour la Grande-Bretagne. La série Game of Thrones avait une fin alternative. Plusieurs mois après la fin de la série à succès, on apprend que les réalisateurs de Game of Thrones avaient tourné une fin alternative à celle que les fans connaissent. Game of Thrones, une autre fin a bien été tournée. L'acteur Christopher Hivju, qui incarnait évidemment Tormund dans la série HBO, a révélé qu'une fin alternative avait été tournée pour le fun. Attention, spoiler, alors je vais pas vous donner de spoiler. Juste vous lire exactement ce qu'il a déclaré. Christopher Hivju a déclaré « Nous avons tourné une fin alternative. C'était surtout pour le fun, mais je ne sais pas si j'ai le droit de vous en parler. » Alors que contient cette fin alternative ? On n'en sait pas plus. Il a juste dit qu'il y a eu une autre fin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, dans les films et les séries, les réalisateurs tournent plusieurs fins différentes, plusieurs fins alternatives pour éviter justement les spoilers, pour éviter les fuites dans les médias de la part du cast ou de la part du crew des équipes, afin qu'il n'y ait pas de fuite dans les médias. Ça se fait sur tous les tournages, que ce soit sur Star Wars ou sur GOT, donc c'est pas étonnant que les acteurs aient tourné une autre fin alternative. Évidemment, on rêverait de la voir un jour, mais à mon avis, on la verra jamais. Amazon commande déjà une deuxième saison du Seigneur des Anneaux, alors que la première saison n'a pas encore été diffusée. La série Amazon déjà renouvelée pour une saison 2. C'est une bonne nouvelle. Star Wars, l'ascension de Skywalker, J.J. Abrams a explosé de rire en découvrant le scénario des Derniers Jedi de Rian Johnson. Je vous avais dit il y a plusieurs jours déjà que George Lucas avait vraiment détesté ce qu'avait fait Disney avec Star Wars. Il avait notamment critiqué le réveil de la Force et surtout les Derniers Jedi. Le patron, le CEO de Disney, Bob Iger, dans sa biographie, avait déclaré que George Lucas s'était senti vraiment trahi par Disney dans ce qu'ils avaient fait de Star Wars. Eh bien, J.J. Abrams, lui, ne dit pas que les Derniers Jedi c'était vraiment de la merde, que c'était nul. Il dit juste que ça l'a fait mourir de rire, qu'il s'est esclaffé, qu'il a vraiment ri en lisant le scénario de Rian Johnson. Film attendu, film redouté, l'ascension de Skywalker et l'événement de cette fin d'année qui va sortir le 18 décembre en France. Et
J.J. Abrams nous dit sur ce film que l'ascension de Skywalker est plus grand en termes d'ambition. Narrativement, il y a bien plus de matière dans tous les domaines, effets spéciaux, séquences émotionnelles. C'est le plus gros défi que j'ai jamais eu à relever de loin. Donc déjà, c'est un premier tacle envers les derniers Jedi. Et ensuite, il déclare « Quand j'ai lu sa version, la version de Rian Johnson, sur les derniers Jedi, j'ai explosé de rire. Parce que je voyais bien quelle était son approche, sa voix. J'avais pu voir des montages intermédiaires des derniers Jedi, alors que Rian Johnson était à l'œuvre dessus comme un simple spectateur, et j'ai apprécié ses choix en tant que réalisateur justement parce que c'était des choix très différents de ceux que j'aurais fait. Exactement comme lui aurait pris d'autres décisions que moi s'il avait réalisé l'épisode 7. C'est incroyable ça. La première fois que j'ai lu son script, ça m'a fait rire. C'est fou. Normalement, un scénario de Star Wars ne doit pas te faire rire, tu vois, ça ne doit pas te faire exploser de rire. Le scénario est tellement what the fuck. Alors, ce que déclare aussi J.J. Abrams dans son interview qui est vraiment très intéressante, il répond à la question des fans, pourquoi Rey est aussi forte sans aucun entraînement? Ça a surpris tout le monde, hein. Alors, il répond, c'est l'une des dernières questions de l'interview, mais une des plus intéressantes. Le journaliste évoque les pouvoirs de Rey et le fait que de nombreux spectateurs ne comprennent pas pourquoi elle est aussi forte avec la Force et qu'elle apprend beaucoup plus vite que les autres Jedi. On ne sait pas si J.J. Abrams a décidé de faire le troll, mais il explique que c'est fait exprès. Je cite, ouvrez les guillemets, voilà sa réponse, c'est n'importe quoi. Ouais, ça fait peur, pas vrai? Il sourit, c'est un bon point, et ce n'est pas un accident. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Cette réponse sous-entend donc que la puissance de Rey devrait être expliquée dans l'ascension de Skywalker, et que ce n'est pas par hasard qu'elle est aussi forte. Il a également confié que faire d'une femme Jedi l'héroïne principale du film a été l'une de ses premières idées quand il a commencé à travailler sur le scénario du Réveil de la Force. Il répond aussi à la question, le Réveil de la Force est-il un remake d'un nouvel espoir de la Guerre des Étoiles, Alors je cite, ouvrez les guillemets, je comprends complètement les critiques, mais l'idée était de continuer cette histoire et de commencer avec cette jeune femme qui pense que Luke Skywalker est un mythe et de raconter une histoire qui n'était pas juste une histoire qui se répétait, mais une histoire qui collait avec les films que l'on connaît en racontant l'histoire actuelle de la galaxie. Ce n'était pas une question de nostalgie pour moi, j'avais besoin de dire ok, on retourne sur le Star Wars que l'on connaît, comme ça on peut raconter une nouvelle histoire. Star Wars 9, J.J. Abrams promet une vraie fin pour la princesse Leia dans l'ascension de Skywalker avec Carrie Fisher évidemment qui est aujourd'hui décédée, mais elle va avoir le droit à une vraie fin, son personnage va avoir le droit à une vraie fin dans Star Wars. Le frère de Carrie Fisher a annoncé que ces différentes séquences ne sont pas très longues, mais que cela suffirait pour conclure l'histoire du personnage. Le réalisateur de son côté a récemment confié au magazine Total Film que Leia aurait le droit à une vraie fin. Je cite, ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets, c'est une déclaration de J.J. Abrams. Il y a des scènes où elle interagit avec les autres personnages d'une manière insolite. Espérons que si cela fonctionne, ce sera quelque chose d'imperceptible et que si vous ne le savez pas, vous ne pourrez jamais le savoir, mais nous avons pu raconter l'histoire de Leia que nous aurions raconté si Carrie était en vie, et ça, c'est assez incroyable. Hâte, vraiment hâte quand même d'aller voir le 18 décembre l'ascension de Skywalker Star Wars 9. Apparemment, J.J. Abrams a vraiment fait du fanservice cette fois. Joker. La suite serait en développement, c'est ce qui a été annoncé par de nombreux magazines américains et en France notamment par Première. Selon The Hollywood Reporter, qui est en général très bien informé, Todd Phillips pourrait refaire équipe avec Joaquin Phoenix pour un deuxième opus des aventures du clown prince du crime. Mais ça a été démenti. Deadline assure que Joker 2 n'est pas en préparation. Le média américain contredit son homologue The Hollywood Reporter qui affirme que Todd Phillips serait en discussion avec la Warner en vue d'une suite. Et en fait, ça a été démenti directement par Todd Phillips. Finalement, une suite à Joker ne serait pas encore totalement prévue, même s'ils en parlent, et même si Joaquin Phoenix et Todd Phillips en ont parlé ensemble. Allez, osons dire les choses, Joker est le phénomène cinéma de l'année 2019 et concernant Warner et DC, probablement la meilleure chose qui leur soit arrivée depuis fort longtemps, c'est vrai. Et donc, on s'est posé la question, il y a eu plusieurs annonces contradictoires cette semaine. Et enfin, on a eu la déclaration de Todd Phillips au micro d'IndieWire, qui est toujours aussi très bien informé. Ces rumeurs sont sorties de nulle part, je cite.
Todd Phillips, ouvrez les guillemets, elles font allusion à une réunion qui n'a pas eu lieu. Je pense que c'était au mieux anticipatif. Évidemment, un projet de suite a été discuté quand un film à 60 millions de dollars de budget dépasse le milliard de dollars de recettes, mais aucune discussion sérieuse n'a eu lieu à ce sujet. En gros, ils en parlent, mais il n'y a pas encore eu de négociation et rien n'a été signé pour l'instant. Mais apparemment, l'acteur et le réalisateur en ont déjà parlé ensemble. Sonic, Paramount aurait payé 5 millions de dollars pour modifier l'apparence du hérisson. Il y a eu des chiffres complètement fous cette semaine qui ont circulé. Je crois qu'il y a eu un chiffre de 35 millions de dollars pour le redesign, pour le remaking du hérisson. Eh bien, apparemment, cette somme colossale serait fausse. Ce chiffre est aujourd'hui largement revu à la baisse par le site IndieWire, qui estime que le nouveau visage de Sonic, demandé par les fans, aurait coûté en réalité 5 millions de dollars, selon une source interne chez Paramount. Comme quoi, les fans qui se plaignent, qui critiquent par exemple les films Star Wars ou la série GOT, eh bien on leur donne raison, en tout cas ils sont vraiment écoutés par les producteurs et les réalisateurs et les créateurs de séries, là notamment chez les gens de Paramount qui ont refait complètement le design du hérisson de Sonic, puis après les nombreuses critiques des fans sur les réseaux sociaux qui appelaient au boycott. Justice League, le casting milite pour le Snyder Cut et là encore peut-être que les fans vont pouvoir peser puisque les fans, Snyder aussi et tout le cast, les acteurs du film demandent une diffusion du Snyder Cut, de la version de Snyder. Nouvelle avancée dans la quête du fameux Snyder Cut de Justice League après Jason Momoa qui a exprimé publiquement son désir de voir cette version sortir. C'est au tour de Gal Gadot, Wonder Woman, Ben Affleck, l'ancien Batman, et Ray Fisher de faire entendre leur voix au travers du hashtag Release the Snyder Cut. Donc si tu veux les soutenir, tu vas sur Twitter et tu fais hashtag Release the Snyder Cut. Il y a eu des tweets des acteurs, voilà le tweet de Gal Gadot, Wonder Woman, Release the Snyder Cut. C'est extrêmement simple, c'est juste ça qu'elle a posté. Pareil pour Ben Affleck, Release the Snyder Cut, qui apparemment, selon eux, est beaucoup mieux que ce qu'a fait Joss Whedon de Justice League. Comme le fait remarquer The Hollywood Reporter, grâce à ses sources, rien ne semble à l'ordre du jour dans l'immédiat. De telles prises de position ne peuvent pas passer inaperçues sur Twitter et le hashtag a été repris pas moins de 700 000 fois durant les dernières heures. 700 000 fois au moins. Hashtag Release the Snyder Cut. Justice League, des nouvelles révélations sur les reshoots de Whedon justement. Le Snyder Cut de Justice League est réclamé par de plus en plus de monde, y compris par le casting du film. Des nouvelles révélations sur les modifications effectuées lors du changement de réalisateur viennent témoigner de l'ampleur des dégâts causés par la Warner. On apprend en fait que Joss Whedon n'avait pas vraiment le pouvoir sur ce film, puisqu'il est arrivé en cours pour un remplacement de Zack Snyder, et en fait c'est la Warner qui a tout dirigé. Justice League aurait pu être un autre film qui ne s'attire pas les foudres de la critique et du public et des fans, si un triste événement n'avait pas frappé Zack Snyder. En plein travail, le réalisateur est concerné par un terrible drame familial qui le pousse malheureusement à s'éloigner de son métier. La Warner doit dans l'urgence trouver un remplaçant pour finir le film, mais si le studio s'en était tenu à sa ligne directrice, le résultat aurait pu être moins mauvais, car en réalité, cet événement a permis de retoucher le scénario et de mettre à la poubelle une grande partie des idées de Snyder. Joss Whedon se retrouve aux commandes d'un projet qu'il ne maîtrise pas, sûrement en connaissance de cause, agissant en bon petit soldat. 80 pages de reshoot pour Justice League, c'est incroyable ça. Encore moins en prenant connaissance des nouveaux éléments sur les reshoots effectués. Un article de The New York Times, donc très bien informé, dévoile qu'après le départ de Snyder, la Warner a organisé une projection d'un montage brut de Justice League avec un petit groupe d'invités dont Andrea Berloff, scénariste de Straight Out of Compton, Alan Heinberg, scénariste de Wonder Woman, et Joss Whedon. Ce dernier a ensuite été engagé et on lui aurait remis un script de modifications qui tiendrait sur environ 80 pages de reshoot. Sans entrer profondément dans les détails, ces retouches avaient pour but de réduire des arcs narratifs secondaires
surtout ceux de Flash et de Cyborg, de donner plus d'importance à Gal Gadot, Amy Adams et Diane Lane, tout en ajoutant des blagues. En dehors de ce navrant dernier point, on peut ainsi comprendre un peu mieux dans quel sens bossait Snyder et saisir qu'il avait des idées plus intéressantes pour Flash et Cyborg qui ont des rôles complètement ridicules dans Justice League. 80 pages, ce n'est pas rien. Le film actuel doit vraiment trancher avec la première version, ce qui donne encore plus envie de voir le Snyder Cut. Donc évidemment, je soutiens le casting du film, tous les acteurs qui veulent voir cette version Snyder Cut de Justice League. Black Adam, on reste dans l'univers DC, Dwayne Johnson révèle que d'autres héros seront dans le film, mais pas ceux auxquels on pense. Ce ne seront pas les super-héros habituels qu'on voit dans l'univers DC comme Superman, Batman et Flash, mais une nouvelle ligue de super-héros sera présentée dans Black Adam. L'acteur a donné de nouvelles informations et annoncé la présence d'autres héros bien connus de l'univers DC Comics dans le film de Jaume Collet-Serra. Avec, à l'origine, Black Adam devait être introduit dans Shazam. On en parlait avant, en tant que rival et ennemi juré, évidemment, de Shazam. Sauf que les plans ont changé et le personnage a finalement disparu du scénario pour laisser plus de place au magicien interprété par Zachary Levi dans le film de David F. Sandberg et a hérité de sa propre histoire. L'acteur a dévoilé d'autres informations sur le film Black Adam, sans trop en dévoiler. Ce n'est pas au programme pour le moment, la confrontation en fait entre Black Adam et Shazam. Je pense que l'approche dont nous parlons me fait vraiment plaisir également au cinéaste. C'est une origin story, donc une histoire originale, et c'est là que nous commençons pour poser les fondations et ensuite construire à partir de là. Donc une origin story, en fait, ça retrace les origines d'un personnage. Je ne dis pas que Shazam n'est pas sur mon radar, bien sûr, que Shazam l'est, mais d'ici aussi. L'acteur a ensuite aussitôt enchaîné en révélant que la société de justice d'Amérique sera introduite dans le film de Jaume Collet-Serra, JSA. Nous allons présenter au monde la JSA, la Justice Society of America. La Société de Justice d'Amérique, Justice Society of America dans sa version originale, est considérée comme la première équipe de super-héros de l'histoire et un précurseur de la Ligue des Justiciers, de la Justice League, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Elle réunit de nombreux héros comme Alan Scott, Jay Garrick, les fans de Flash le connaissent, et Wesley Dodds, les premières versions de Green Lantern, de The Flash et de Sandman, mais également Dr. Fate ou Hawkman ou Hawkgirl. Avec l'apparition du multiverse, la Société de Justice d'Amérique a atterri sur Terre 2, mais les événements de Crisis on Infinite Earth ont tout changé et regroupé tous les héros de DC Comics dans un seul et même univers. L'équipe de super-héros a disparu de la continuité pendant un temps, avant d'avoir le droit à sa renaissance et de compter encore plus de membres, notamment Black Adam. Les voici en photo, en dessin. Donc il pourrait apparaître dans le film Black Adam qui va sortir le 22 décembre 2021. Intéressant, vraiment intéressant de voir cette nouvelle équipe de super-héros qui devrait donc apparaître dans le prochain film Black Adam. Black Adam 2. Dwayne Johnson en parle déjà, et pour Black Adam 2, Dwayne Johnson veut voir Henry Cavill en Superman dans la suite du film. Prévu pour le 22 décembre 2021, Black Adam va faire son retour au cinéma. Son interprète Dwayne Johnson n'a qu'une volonté, combattre Superman de Henry Cavill dans la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Henry Cavill en fait a déclaré qu'il n'avait pas abandonné le rôle de Superman et qu'il voudrait revenir en tant que Superman. Ça c'est assez incroyable. Il faut savoir qu'en fait, Henry Cavill et Dwayne Johnson sont super potes. Ils sont de plus en plus proches puisque l'ex-femme et ancien agent de Dwayne Johnson est la manager d'Henry Cavill. Dans une récente interview, Henry Cavill a dévoilé toujours être Superman. J'ouvre les guillemets, je cite « La cape est toujours dans le placard, c'est toujours la mienne. Je n'ai pas abandonné le rôle. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec Superman. » Il y a beaucoup de rumeurs qui disaient qu'Henry Cavill devait arrêter complètement de tourner Superman. Eh bien apparemment, il veut revenir après le tournage de The Witcher pour Netflix, qui va arriver au mois de décembre sur Netflix. Dwayne Johnson et Henry Cavill se seraient rencontrés même à ce sujet, ils en ont parlé, et sont d'autant plus proches depuis qu'une personne commune les unit. Dany Garcia est l'ancienne femme et l'ancienne partenaire de The Rock, et désormais la manager d'Henry Cavill.
Elle doit d'ailleurs fortement le soutenir pour The Witcher, dont la saison 1 arrive ce 20 décembre sur Netflix. Et donc apparemment, Henry Cavill pourrait revenir en Superman dans Black Adam 2 contre Dwayne Johnson en Black Adam. Jumanji avec Dwayne Johnson, Jumanji 2, Next Level. Les premières réactions américaines sont tombées et elles sont très positives. On a eu le droit aux premières critiques américaines sur la suite de Jumanji avec Dwayne Johnson. Et apparemment elles sont très positives, mais bon, c'est souvent le cas avec les critiques américaines. Voilà une première critique sur Twitter. Alors je vais te montrer sa traduction en français. Les films où les personnages changent de corps sont les meilleurs, surtout les films méritant dans l'ensemble un 20 sur 20, comme Jumanji Next Level. L'action est amusante, mais je pourrais regarder Johnson, Hart, Gillan et Black jouer avec ce format pendant des heures. Autre critique, le nouveau Jumanji Next Level comporte quelques grosses surprises et introduit beaucoup d'histoires amusantes à explorer. La meilleure raison de se retourner dans le jeu, Kevin Hart contrôlant Danny Glover de L'Arme Fatale. Hein. Cette blague m'a fait rire fort et longtemps. Autre critique, la suite de Jumanji fait ce que peu de suites parviennent à faire, créer un film juste aussi bien, sinon encore meilleur que le premier. Ils ont gardé ce qui était amusant et ont construit dessus avec des changements hilarants qui m'ont souvent laissé morte de rire. Jumanji Next Level vaut le coup d'œil. J'avais bien aimé le premier, j'avais vraiment bien apprécié le premier. Ça a été une agréable surprise pour moi parce que je m'attendais à un navet complet. Ça m'a fait pas mal rire. Donc hâte de voir ce prochain Jumanji au cinéma qui sort bientôt, je crois. Hein. Je vais essayer de te donner la date de sortie. Rendez-vous, oui, le 4 décembre. Rendez-vous le 4 décembre 2019, date de sortie du film en France. The Mask 2, une suite avec Jim Carrey pourrait voir le jour. Splendide ou pas ? 25 ans après la sortie de The Mask, le film culte de 94, Jim Carrey pourrait retrouver le personnage de Stanley Ipkiss. Les reboots et remakes étant dans l'air du temps, Warner et New Line collaboreraient sur un retour du film culte. La logique voudrait que Jim Carrey reprenne son rôle, par contre, aucune source n'évoque un retour de Cameron Diaz, c'est vrai, on parle seulement du retour de Jim Carrey. Hein. Un The Mask 2 n'est pas le seul projet The Mask en réflexion. Mike Richardson, le créateur du personnage, a confié qu'il soutenait la production d'un The Mask au féminin. J'aimerais voir une comédienne très physique dans le rôle, a-t-il expliqué à Forbes. J'en ai une en tête, mais je ne vous dirai pas son nom, il va nous falloir la convaincre avant, mais vous verrez, on ne sait jamais ce que le futur nous réserve, on a pas mal d'idées en tête. Aurait-on le droit à 2 films The Mask dans les prochaines années ? Apparemment oui, selon les rumeurs. Hein. The Mask, une star d'Avengers Endgame au casting. Après un spin-off de The Mask avec Jim Carrey, la Warner envisage aussi un remake ou une suite du film avec une star d'Avengers dans le rôle principal. Alors au niveau des projets, le premier concerne un spin-off centré sur la vie de Stanley Ipkiss avec Jim Carrey, et le deuxième serait un remake ou une suite de The Mask avec une actrice féminine dans le rôle principal. Et d'après We Got Discovered, celle qui tape dans l'œil des studios est déjà bien connue du public puisqu'il s'agit de Karen Gillan. Karen Gillan alias Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie ou Avengers Endgame. Elle a également obtenu le rôle d'Amy Pond dans Doctor Who et officie également dans les films Jumanji aux côtés de Dwayne Johnson. Voilà, Karen Gillan qui pourrait donc être la nouvelle The Mask dans le prochain film. Il y aurait apparemment 2 films en préparation. Avengers, Captain Marvel avait un caméo dans Age of Ultron. Joss Whedon a décidé de couper cette scène au montage final, donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu finalement. Moon Knight, la série tant attendue par les fans de Marvel Comics, les frères Russo sont intéressés par la série Marvel qui sera diffusée en exclusivité sur Disney+. La prochaine série Marvel consacrée au personnage Moon Knight, c'est une sorte de Batman pour Marvel, fait des envieux. Les frères Russo qui ont réalisé les 2 derniers Avengers se disent très intéressés évidemment par la future série Disney+. Ils n'arrêtent pas d'en parler dans les interviews dès qu'ils peuvent. Ils se disent intéressés par Moon Knight. Moon Knight est un personnage que les fans réclament depuis des années. J'en rêve depuis que je suis tout petit. Sorte d'équivalent de Batman dans l'écurie Marvel, Mark Spector est néanmoins beaucoup plus instable que Bruce Wayne, il est complètement dingue. Il est créé en 1975. À la base, Spector est un agent de la CIA devenu mercenaire, très riche, c'est un milliardaire. Avec une fortune s'élevant à 3 milliards de dollars, il vit la belle vie.
Pourtant, lors de son dernier travail de mercenaire, son existence bascule, il est traîné à travers le désert jusqu'à la tombe du dieu égyptien, Khonshu. Il est déclaré mort mais est ressuscité par ce dernier, le dieu de la lune. Cependant, il développe un fort trouble de la personnalité. À son retour à New York, il se crée 2 personnalités distinctes. Steve Grant et Jake Lockley. Le premier est un playboy richissime et le second un chauffeur de taxi. Par la suite, il endosse le costume de Moon Knight, un justicier qui accumule les gadgets et qui possède quelques capacités fantastiques grâce à l'intervention de Khonshu. Beaucoup le prennent pour un fou, car même Mark Spector doute de l'existence du dieu égyptien et remet sans arrêt en doute sa propre perception des choses. Et apparemment, les frères Russo sont très intéressés par la série. Je vais citer exactement ce qu'ils ont déclaré. Joe Russo a déclaré « Moon Knight serait amusant ». C'est difficile à dire car nous sommes en plein milieu de Cherry en ce moment, nous sommes en tournage à Cleveland, mais tout ce que Marvel va faire sera génial et nous avons eu une relation de travail tellement incroyable avec eux que je suis sûr que nous allons trouver un nouveau partenariat. La série Moon Knight fait partie des nombreux projets de shows télévisés Marvel qui seront dévoilés sur la plateforme Disney+, une manière pour Marvel Studios d'étendre encore plus son MCU. Outre Moon Knight, le Chevalier de la Lune, ce sont les séries What If, Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier, Loki, WandaVision et She-Hulk qui sont attendues prochainement. La série est prévue pour 2022 et sera dirigée par le showrunner Jeremy Slater. Netflix, les frères Russo, encore eux, Avengers Endgame, à la production d'un film de super-héros avec Keanu Reeves. Les frères Russo prépareraient un film de super-héros avec Keanu Reeves pour Netflix. C'est fou ça, incroyable. Apparemment ça se ferait après Matrix 4 et après John Wick 4 et après Bob l'éponge. Puisque Keanu Reeves va jouer dans tous ces projets. Keanu Reeves en super-héros pour Netflix et les frères Russo. Ce sera sur Netflix. Le géant du streaming a acheté le film Past Midnight. Les frères Russo produisent, Rick Famuyiwa réalise, et l'interprète de John Wick de Neo dans Matrix incarnera un super-héros ou un homme doté de super-pouvoirs capable de résister aux balles et de foutre de grosses raclées à ses adversaires. John Wick en gros. Pour le reste, le scénario est encore mystérieux. Je cite Joe Russo. Ce film n'est qu'au début de son développement. Nous sommes en train de développer le scénario, mais ce sera un film de super-héros d'un nouveau genre pour Netflix. D'ici là, Keanu Reeves aura certainement tourné John Wick 4, le nouveau Matrix, et on l'aura aussi vu dans le film Bob l'éponge, éponge en eau trouble. On a l'impression que Keanu Reeves accepte tous les projets qu'on lui propose. En tout cas, on va le voir partout ces prochaines années. Ce qui est une très bonne nouvelle pour les fans de Keanu Reeves comme moi. Les Griffes de la Nuit, Freddy serait bientôt de retour au cinéma et à la télévision. Le Roi Lion pulvérise les records de Disney et Avengers Endgame au box-office français, c'est incroyable. Le Roi Lion de Jon Favreau, qui fait The Mandalorian, est dans les salles françaises depuis le 17 juillet dernier et il vient de franchir la barre symbolique des 10 millions d'entrées. Il aura fallu 9 semaines au Roi Lion de Jon Favreau pour vendre plus de places de cinéma que le film original, plus de 9 millions. Puis 3 autres mois pour le voir franchir la barre symbolique des 10 millions d'entrées. Le Roi Lion de 1994 avait pris son temps pour démarrer avant de devenir un des plus beaux succès des dessins animés Disney. Si l'on prend en compte l'ensemble de la carrière du dessin animé original, le nombre d'entrées des places dépasse la barre des 10,2 millions. Mais il aura fallu plusieurs sorties en salle au film original pour atteindre un tel chiffre et presque 20 ans. Donc nul doute que ce temps a contribué au succès tonitruant du Roi Lion, nouvelle génération. Le Roi Lion de Jon Favreau a donc franchi le palier des 10 millions de spectateurs, s'assurant au passage et de loin la première place du box-office français de l'année en cours de 2019. Derrière lui, on retrouve une autre super production signée Disney, Avengers Endgame, qui est derrière. Et c'est 6,9 millions d'entrées. Et viennent ensuite, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, 6,7 millions. Joker, 5,2. Et Toy Story 4 avec 4,4 millions d'entrées. Outre son règne sans partage sur le box-office français cette année, le remake du dessin animé de 1994 est aussi le 4e plus gros succès de la décennie derrière Intouchable avec 19,4 millions d'entrées. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec 12,3 millions d'entrées et Star Wars, le réveil de la force avec 10,5 millions d'entrées. Toujours au box-office. Cette semaine, box-office France, J'accuse de Roman Polanski s'installe en première position.
Le film historique de Roman Polanski a réalisé plus de 500 000 entrées lors de sa première semaine d'exploitation, avec un cumul de 501 228 spectateurs en 7 jours. J'accuse, nouveau film de Roman Polanski relatant l'affaire Dreyfus, passe numéro 1 de ce top hebdomadaire. En deuxième position, Matt Damon et Christian Bale tracent la route dans Le Mans 66, apparemment excellent film, qui a fait 402 000 entrées cumulées en une semaine. Et en troisième position, Nicolas Bedos et sa Belle Époque franchissent la barre des 800 000 spectateurs cumulés en 2 semaines. Le démarrage de La Reine des Neiges 2 pourrait bien battre tous les records au box-office. Disney a prévu de frapper fort cette année avec Star Wars et La Reine des Neiges 2. Il risque bien de dévorer les recettes du box-office, et avec La Reine des Neiges 2, Disney pourrait passer très vite les 3 milliards de dollars au box-office domestique, au box-office américain. Avengers Endgame, Le Roi Lion, Toy Story 4, Captain Marvel, Aladdin, Dumbo, Maléfique, Le Pouvoir du Mal. Côté box-office, c'est une énorme année qu'ont réalisé les studios Disney. Entre les États-Unis et le Canada, c'est pas moins de 2,946 milliards de dollars qui ont été empochés. Incroyable. La Reine des Neiges 2 qui est sortie mercredi, disponible au cinéma depuis le mercredi 20 novembre et qui cartonne déjà. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé Geek Rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite un excellent dimanche et une très belle semaine. À la semaine prochaine. Salut, ciao.